quelqu'un qui migre, quand il vient, il se frotte à une nouvelle culture et ça prend une période d'adaptation. Moi, en fait, ce que je dirais dans meilleure expérience, c'est en gros d'avoir connu mon épouse au Canada. Wow. Pour moi, quelqu'un qui veut être entrepreneur, il est toujours, en fait, pour certaines personnes, il est comme très agité. Il est toujours en train de chercher des choses et tout le reste parce que tu vas toujours voir. Avant de réussir, tu as testé plein d'affaires, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, je conseille à ceux qui arrivent de ne pas forcément se rester focus dans leur domaine, dans leur zone de confort. Dans leur zone de confort. Bienvenue dans Impact. Impact, c'est le podcast qui met en lumière le parcours de plusieurs immigrants, des personnes qui viennent des 4 coins du monde et qui se retrouvent au Canada. Ces personnes ont franchi des montagnes de défis qu'ils ont surmontés justement pour se créer des opportunités dans cette nouvelle terre d'accueil. Dans cet épisode, nous accueillons Francesco qui va nous parler de son cheminement, de son parcours jusqu'à son établissement au Canada. Je vous invite à rester accrochés à cet épisode parce que c'est une très belle opportunité justement pour découvrir les défis, les difficultés et surtout les solutions ou les alternatives qui ont permis à Francesco de se frayer un chemin dans la société canadienne. Bonjour Francesco. Bonjour Ted. Bienvenue dans le podcast Impact et merci encore de ta participation. C'est un plaisir. Mais dans un premier temps, je voulais te poser une question. C'est pourquoi as-tu choisi de venir au Canada? En fait, c'est une très longue histoire. Juste pour faire court, en fait, j'étais étudiant à l'université de Caen et j'avais fait ma maîtrise recherche. J'avais fini, je crois que j'avais soutenu ce moment. J'étais même inscrit à l'école de doctorat parce que quand tu finis la maîtrise, tu peux continuer un doctorat et tu peux faire la demande si tu as un professeur et il pourra te parrainer pour pouvoir commencer ton doctorat. Et avant de commencer, j'avais une discussion franche avec mon frère. Il était déjà à l'extérieur. Il m'a posé une question. Il m'avait dit qu'est-ce que tu vas faire après avoir obtenu ton doctorat j'étais en microbiologie, donc pharmacologie. Ouais. Et ça m'a fait un peu réfléchir parce que je me suis dit le domaine dans lequel je suis à Caen, c'est un domaine qui est déjà très, très... Donc, en fait, c'est un domaine qui a déjà assez de recherche, assez de documentation, et je ne voyais pas l'aspect innovation. Okay. Donc, ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, peut-être il fallait trouver d'autres voies, peut-être d'innovation. Et il m'a dit, regarde des écoles où tu pourras peut-être... avoir plus d'expérience dans le domaine de la santé parce que je savais que c'est dans le domaine de la santé que je voulais aller. Et il m'a demandé d'aller à l'ETS. J'ai regardé, j'ai vu un programme en technologie de la santé. Ça m'a beaucoup captivé parce qu'il y avait tellement de domaines novateurs que je pouvais y aller. Et à ce moment, quand j'ai vu cette opportunité, j'ai dit, bon, vu que le domaine de la microbiologie, infectiologie est très, très développé déjà, il n'y a pas trop d'innovation. Et j'ai donc décidé d'appliquer dans un programme de technologie supérieure à l'ETS. À l'ETS. Ouais. Ok, je comprends. Je vais juste clarifier pour être sûr que les gens ont bien compris. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu es parti de l'université de Caen après avoir complété une maîtrise et en étant inscrit au doctorat pour aller au Canada à l'école de technologie supérieure. Pour clarification, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le programme de technologie de la santé. Effectivement. Ok, mais je veux comprendre, est-ce qu'il n'y avait pas déjà d'opportunité pour toi au Cameroun et qu'il fallait passer par le Canada pour réaliser ça? Je veux dire, qu'est-ce qui a été le déclic et qui t'a fait te dire il faut que j'aille au Canada? Oui, en fait, le déclic du Canada,
c'était plus la proximité avec mon frère. OK. Parce que moi, je savais que je voulais être dans un domaine, on va dire un domaine porteur, novateur. Et moi, je ne voyais pas d'innovation où j'étais parce que la majorité des thèmes de recherche, c'était des thèmes qui se répétaient, qui n'avaient pas forcément une voie qui allait déboucher à un projet vraiment spécifique. Et je voulais trouver un autre domaine. Donc, le choix du Canada, en fait, c'est plus parce que l'opportunité où je voulais aller était proche de ma famille. Donc, mon frère y était et c'est où j'ai agrandi ma recherche et tout le reste. Donc, je pouvais peut-être regarder aux États-Unis et tout, mais c'est plus parce que ma famille était proche de moi. OK, je comprends. Ouais. Donc, en réalité, tu as choisi le Canada parce que tu voulais déjà aller à l'étranger et tu voulais te rapprocher de ta famille. Effectivement. Okay. Ça, c'est ça. OK. En premier. C'est super. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire qui est Francesco aujourd'hui? Francesco, aujourd'hui, c'est un étudiant en doctorat, presque à la fin, donc presque finissant, qui étudie dans le domaine d'ingénierie biomédicale, plus précisément en médecine régénératrice. Donc, en fait, on pourra en parler plus tard, et qui est à temps partiel entrepreneur avec son épouse. OK. Donc, c'est à peu près ça qui est un jeune ambitieux qui veut toujours aller de l'avant. C'est tout ça, en fait. OK, Francesco, un jeune ambitieux, passionné. Dis-nous, c'est quoi la médecine régénératrice? Médecine régénératrice, c'est juste, en général, c'est l'utilisation des cellules pour régénérer les tissus. Les tissus défectueux, en fait, pour traiter des maladies avec les cellules. C'est ça, en fait, la médecine régénératrice. Donc, on va parler de médecine régénératrice, on va parler beaucoup de cellules, et les cellules qui proviennent plus des êtres humains. Donc, on peut extraire, potentialiser et retransplanter, donc injecter dans les mêmes tissus, les mêmes organes de ces personnes malades pour pouvoir régénérer les tissus défectueux et tout le reste. Donc, mon sujet de doctorat est plus au niveau du traitement des personnes, donc en fait des maladies cardiovasculaires en général, en utilisant les cellules souches. Pour cela. OK, je comprends. Mais pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, pour essayer de clarifier, mais le domaine de l'ingénierie biomédicale est très vaste, c'est vraiment très large. Et j'aimerais attirer l'attention justement sur le fait que Francesco parlait de pharmacologie, de microbiologie quand c'était à l'université de Chang, pour finalement arriver au Canada, se retrouver en train de faire de la médecine régénératrice. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de personnes qui veulent faire des études au Canada, ou des immigrants qui arrivent au Canada et qui veulent se frayer un chemin dans la société, mais qui ne savent pas comment ils peuvent faire valoriser leur maîtrise en microbiologie ou en pharmacologie dans un autre secteur qui est porteur et qui est en lien avec l'innovation. Donc, Francesco là vient de démontrer que le secteur de l'ingénierie biomédicale de manière générale est un secteur d'opportunités et de perspectives. Maintenant, l'autre chose que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton cheminement depuis ton arrivée au Canada jusqu'à présent sur le plan spécifiquement de ton travail? Mais du point de vue de la recherche, là. De la recherche. Sur le plan de ton travail, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es arrivé pour aller directement au doctorat? Est-ce que tu as fait quelque chose avant? Mais comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui tu te retrouves en doctorat? OK. Non, c'est un long parcours et très personnalisé. Donc, moi, ce que je vais dire, ça n'existe pas sur Internet ou dans les livres. C'est qu'en fait, vu que je voulais, comme je disais dès le départ, vu que je voulais aller toucher un autre domaine, c'est moi, je suis quelqu'un qui aime rester dans un endroit où il y a de l'évolution. Et en parcourant les sites Internet des professeurs qui offrent des sujets en maîtrise technologie de la santé, et j'ai été captivé par un site Internet de professeurs avec qui je travaille présentement, qui développait les hydrogels injectables pour la thérapie cellulaire. Donc, c'était la première fois que j'entends ce mot
je l'entendais souvent et pour moi, c'était comme quelque chose de très, très, très nouveau et j'étais vraiment curieux d'aller le faire. Mais il y avait un background pour y arriver. Donc, moi, j'ai fait biochimie, option pharmacologie. OK. Et je veux aller dans un domaine de thérapie cellulaire. Donc, il y a comme une passerelle qu'il faut d'abord faire, avoir plus d'expérience, de background et tout. OK. Et j'ai donc opté de faire une maîtrise OK. Je comprends. dans ce domaine. Donc, le but de cette maîtrise était de me familiariser du domaine, essayer de sortir de ma zone de confort et avoir plus d'expérience dans un domaine de la santé qui n'est pas pharmacologie, qui n'est pas biochimie. Donc, c'était vraiment difficile dès le départ parce que j'apprenais des nouveaux concepts. Tout était nouveau, mais il fallait que j'y arrive avant. OK. Et j'ai donc eu un sujet dans le domaine où j'ai travaillé avec les cellules souches et les hydrogels injectables. Par la chance, j'ai pu convaincre ma directrice de me recruter en tant qu'étudiant en recherche. J'ai donc travaillé là-dessus 2 ans et j'ai eu l'opportunité de continuer un doctorat dans le même domaine. Et là, je pouvais faire doctorat parce que j'avais déjà une maîtrise et je m'étais déjà imprégné du sujet et du domaine de recherche. Okay. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai donc fait le choix personnel de faire la thèse après l'obtention de ma résidence permanente. Parce qu'après, quand tu gradues, tu ne peux pas être étudiant directement. Okay. Donc, j'ai été recruté par le même laboratoire en tant qu'assistant de recherche où à temps partiel, je conduisais d'autres projets. J'aidais dans l'organisation du laboratoire, la gestion du laboratoire et après j'ai donc décidé de continuer dans ce domaine pour avoir plus d'expérience vu mes objectifs et ma vision dans 10-15 ans par rapport à ce domaine, quoi. Ok, c'est bon, je comprends. Donc, juste pour clarifier, parce que tu as donné tellement d'informations en même temps, je vais juste clarifier pour être sûr que c'est bien compris. Tu es parti du Cameroun avec une maîtrise en microbiologie, et tu étais intéressé, mais tu étais dans le domaine de la pharmacologie. Tu es arrivé au Canada pour faire une maîtrise dans le domaine des technologies de la santé. Ouais. Et pendant ta maîtrise dans le domaine des technologies de la santé, tu as eu l'opportunité d'avoir un projet de recherche de 2 ans dans un laboratoire. Ouais. Et pendant ce temps, tu étais étudiant. Ouais, j'étais étudiant, ouais. Ok, donc étudiant avec un statut d'étudiant étranger au Canada. Étudiant étranger au Canada, ok. Ouais. Parce que à l'ETS, dans plein nombre d'universités, si tu fais une maîtrise recherche, tu peux travailler dans un laboratoire en faisant tes recherches qui va compter comme je crois que c'était 30 crédits à l'époque, qui te permet de compléter pour avoir ta maîtrise recherche. Donc, et ces 30 crédits entrent dans l'expérience que tu peux avoir après si tu veux chercher le travail. Ok. C'est juste ça. Ok, parfait. Donc, là, tu termines ta maîtrise, tu prends ton diplôme, tu es toujours étudiant, tu veux continuer au doctorat, mais c'est pas possible parce que tu es encore étranger, tu n'es pas résident permanent. Ouais. Donc là, tu te lances dans le parcours pour obtenir la résidence permanente. Okay. Comment ça s'est passé, ton évolution jusqu'à la résidence permanente, du point de vue des papiers, du point de vue de l'immigration, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est fait spontanément? Est-ce que tu as fini ton diplôme, tu as eu la résidence? Je veux dire... Non, à l'époque, c'était facile, hein. À l'époque, c'était facile. Ah, c'était facile. ouais, parce que, en fait, moi, je suis arrivé en 2015. 2015 à 2017, j'ai eu ma maîtrise. Et il y a un programme d'expérience québécois. C'est un programme qui permet à tout diplômé dans le Québec de faire directement comme de la demande du CSQ, Certificat de sélection du Québec. Ouais. Et tu l'obtenais à l'époque à 21 jours. Donc, moi, j'avais déjà tout planifié. Après, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait la demande à 21 jours, j'ai eu mon CSQ. Et directement avec le CSQ, tu peux appliquer à une résidence permanente au fédéral, comme c'est le choix du Québec. Et
à l'époque, ça m'a pris 16 mois pour avoir ma RP. Et quand tu as la résidence permanente, tu peux maintenant retourner à l'école sans problème et le faire. C'était je crois, en 2019, fin 2019, que j'ai commencé à faire mes recherches en doctorat. En doctorat, ok. Ouais. Mais c'est quand même un long parcours parce que finalement, arriver d'abord comme étudiant, faire une maîtrise au complet, attendre pour avoir la résidence permanente avant d'être capable de commencer ton doctorat en 2019, ça fait quand même beaucoup de temps passé. Là où moi je veux aller dans la suite, c'est que je veux savoir, tu as eu l'expérience d'un étudiant étranger, tu as eu l'expérience d'un résident permanent. En tant qu'étudiant, pareil là, étudiant au doctorat en tant que résident permanent. J'aimerais que tu me donnes un petit peu ton observation. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre les personnes qui sont venues comme étudiants ou qui ont un statut d'étranger au Canada et les personnes, les Canadiennes, les Québécois, les personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont évolué ici? Parce que quand tu prends quelqu'un qui vient d'arriver, qui est en train de faire son évolution dans le système, et quelqu'un qui est né ici, est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre les deux? Et si oui, quelles sont ces différences-là d'après toi? Quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui migre et quelqu'un qui est déjà là. La différence, en fait, quelqu'un qui migre, quand il vient, il se frotte à une nouvelle culture et ça prend une période d'adaptation. Okay. Et je pense que la personne qui vit ici, qui est née ici, il n'a pas forcément conscience des difficultés que des immigrants ont fait face en venant ici. Donc, ils n'ont pas la même perception. Donc, la perception de l'immigrant, c'est de pouvoir accomplir son rêve. Parce que chaque immigrant a un objectif quand il veut sortir. Il y a d'autres qui veulent forcément c'est avoir une meilleure vie. D'autres veulent accomplir leur rêve et ils trouvent l'opportunité pour pouvoir le faire. Donc, le fighting spirit des immigrants et versus ceux qui sont ici, c'est un peu différent. Donc, moi, j'ai un peu observé, parce que j'étais beaucoup avec les personnes qui ont vécu ici et versus ceux qui étaient immigrants. Les conversations sont différentes. Quand tu es avec quelqu'un qui a vécu au Canada, qui a grandi au Canada, pour lui, il veut juste vivre. Donc, s'il veut faire des études supérieures, il veut juste le faire. S'il veut aller en vacances, il va juste vivre sa vie pleinement comme il veut. Mais l'immigrant, c'était toujours « Ah, il faut que je fasse ça. Il faut que j'arrive ici. Il faut que je fasse ça. » Et quand tu essayes de creuser, c'est comme un manque qui veut combler rapidement par rapport à tel ou tel aspect. Et le manque, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Les étudiants, c'est plus dans les études. Ceux qui viennent comme RP, ils viennent avec leur famille. Pour eux, c'est l'intégration de leurs enfants et tout. Donc, en fait, pour résumer, chaque immigrant, en atterrissant dans le pays d'accueil, a un objectif. Et les objectifs sont variés en fonction des profils. Par contre, ceux qui sont ici, ils veulent juste accomplir leur rêve, ils veulent vivre. Je me rappelle justement quand j'étais étudiant au doctorat, j'étais tellement impliqué, j'étais tellement d'activités que mes amis québécois justement m'avaient dit un jour que j'étais venu pour conquérir l'Amérique. C'était très drôle parce que j'étais tout le temps à l'affût je suis très dynamique de base là, donc j'allais tout le temps m'impliquer quand il y avait quelque chose et souvent j'étais absent. Mais c'est comme on est dans un groupe, on planifie des affaires, mais à un moment donné, on demande Ted où il n'est pas là. Mais les gens vont sortir le commentaire, non, lui, il est dans un autre projet, il est en train de conquérir l'Amérique. Mais juste pour dire que je suis quand même assez en accord avec ce que tu dis là par rapport aux objectifs des immigrants quand ils arrivent. On n'a pas les mêmes réalités, en fait. On ne vient pas du même endroit. Les Canadiens, les personnes qui sont nées ici, les Canadiens, là, tous ceux qui sont nés ici, même s'ils sont en deuxième, troisième génération d'immigrants, généralement, ils ont une autre perception de la société. Ils ont un autre type de besoin dans la société, ce qui donne souvent l'impression qu'ils n'ont pas de problème. À tort. C'est une impression parce que tout le monde a des problèmes. Les gens ont leurs problèmes. On n'a juste pas les mêmes types de problèmes. Ils n'ont pas les mêmes types. Okay. Mais de ton point de vue à toi, justement, pour les immigrants qui arrivent avec déjà cette différence dans le système, est-ce que tu considères que c'est un retard
C'est quoi ta perception? Parce que j'ai souvent ce commentaire-là, comme quoi les immigrants arrivent avec déjà un retard par rapport aux gens du système, de manière générale. Est-ce que tu considères que les immigrants arrivent au Canada avec un retard par rapport à la société? C'est sûr qu'il y a un retard. C'est sûr qu'il y a un retard, mais il faut être stratégique. Comme je le dis tout le temps quand je parle avec des gens, il faut savoir ce que tu veux et il faut rester focus dans ce que tu veux et tu vas avancer. Et quand tu sais ce que tu veux, tu étudies bien les avantages et les limites. Moi, je vais toujours prendre l'exemple. Quand je venais pour faire la maîtrise, je savais que j'allais faire des choses différentes. Je savais que je ne devais pas, dès le départ, être égal à celui qui a fait tout le parcours de baccalauréat en biomédical et en maîtrise. Donc, il y a forcément des techniques que ces gens ont appris avant moi. Donc, je devais travailler 3-4 fois plus pour me mettre au niveau. Et dès le départ, moi, j'avais déjà recensé tous les cours obligatoires qu'il fallait. J'avais déjà les préambules des cours, la description, les concepts et tout. J'avais déjà tout recensé cela et j'avais déjà décelé ce qui est différent de ce que moi j'ai appris tout le long de la maîtrise. Et j'avais commencé à apprendre cela le jour où j'ai eu la lettre d'admission, même avant de commencer. Et ça m'a permis d'essayer de me rattraper un peu, même comme il y a toujours un retard dès le départ. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait... celui qui vient, celui qui émigre, doit se mettre dans la tête que par rapport à la société, il aura forcément un retard vers où il faut être. Moi, c'était plus flagrant parce que je commençais en maîtrise. Il y a d'autres qui vont venir, qui vont faire le baccalauréat ou qui vont faire la technique. Là, ça serait peut-être comme un peu, tu pars plus bas que ton niveau. Exactement. Donc, c'est moins difficile quand tu rentres dans le même niveau. Donc, moi, ce que je dis, c'est quand tu veux rentrer dans le même niveau où tu étais avant. Donc, il y a forcément des différences. Donc, pour cela, il faut juste savoir ce que tu veux, connaître vraiment tes limites et chercher comment combler ces limites avant de commencer. C'est ça. Est-ce que tu dirais que ce commentaire-là s'applique aussi pour les personnes qui arrivent comme résidentes permanentes? Oui. Effectivement, ça s'applique à celui qui arrive comme immigrant, en général. Immigrant en général. En général, parce que même un immigrant résident permanent, même s'il n'a pas aux études et qui veut aller en emploi, comme d'ailleurs ceux qui arrivent toujours avec les qualifications de leur pays, ils ont du mal à trouver du travail. Pourquoi? Parce que les employeurs dans le territoire trouvent qu'ils ne sont pas assez qualifiés. Ils n'ont pas assez d'expérience pour le domaine. Mais si c'était égal, c'est un résident de la France, quand il arrive dans le même domaine, il trouve facilement le travail qu'un résident du pays, de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il y a moins d'expérience. Et quand tu arrives, il faut que tu te mettes à niveau avant d'aller. Donc, il faut toujours savoir où tu vas. Et tu prépares ton arrivée à l'avance. À l'avance. Et quand tu arrives, tu es déjà... Dans les interviews, tu montres vraiment que tu as été vraiment bien préparé. Et l'exemple vient d'un de mon frère. J'ai mon frère qui était dans le domaine de la finance au pays. Il est venu comme résident permanent. Et pour moi, j'ai toujours dit, c'est l'un des... Pour moi, ça devrait être l'exemple on devrait utiliser pour tout immigrant qui arrive. Parce qu'en 2 semaines, il a trouvé son travail dans son domaine. 2 semaines. Donc, il est arrivé comme le 1er juillet. Ça, c'est un exemple. 14 jours après, il était déjà employé. En emploi. Donc, ça, c'est dans le domaine bancaire. Pourquoi? Parce qu'il a eu des gens autour qui ont su lui dire quoi faire dès le départ. Parce qu'il savait qu'il voulait rester dans le domaine bancaire. Mais... De là, il s'est informé du domaine, il a vu ce qu'il fallait apprendre avant de commencer, mais quand il faisait les entrevues, c'était incroyable. On l'a pris. On l'a pris parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui pouvait directement
commencer dans le domaine. Donc, la personne qui te renseigne, la personne qui essaye, on va dire la personne qui t'accueille quand tu arrives, a 80% d'impact sur ton avenir, dès le départ, d'intégration. C'est intéressant parce que justement, le nom du podcast, c'est Impact. On parle d'impact ici, c'est bien parce que je trouve que tu es en train d'impacter les gens. Il faudra que tu me donnes le numéro de ton frère. Je vais l'inviter à venir dans le podcast nous partager son expérience et nous dire comment il a fait pour partir du pays et arriver à trouver un emploi en 2 semaines dans le domaine bancaire au Canada. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Mais sinon, quand même, pour compléter dans ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quand même un certain retard. Et ben, si je prends seulement l'exemple des études dont tu es en train de parler, il faut que les gens comprennent qu'au Canada, quand on parle de parcours universitaire, les formations universitaires de base, c'est le baccalauréat. C'est le bachelor. C'est là-bas qu'on apprend à faire le métier, qu'on apprend à travailler de manière correcte, en fait, à proprement parler. Et les études supérieures, les études de maîtrise sont considérées ce qu'on appelle des cycles supérieurs. Donc, c'est pour des personnes qui ont déjà une base de métier solide. Donc, si tu arrives dans un système où les gens ont fait leur baccalauréat, justement, universitaire, ils ont déjà la base de métier solide et que la formation que tu as fait dans ton pays n'est pas équivalente à cette formation-là, ben, tu pars avec un retard. Et sur le marché du travail, je suis désolé, on regarde les compétences que les gens apportent. Si tu n'es pas capable de compétir par rapport à ça, tu n'auras pas, tu pourras pas avoir l'opportunité. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre, il faut toujours connaître les limites. Et chercher à les combler. C'est facile de les combler quand tu connais et tu avances. C'est vrai que ça ne sera pas parfait comme quelqu'un qui a fait un programme complet, mais à la fin, tu seras compétitif. Je comprends. Ça fait du sens. Et on ne le dira jamais assez. Hein. Les gens doivent être acteurs et moteurs de leur projet d'immigration. En fait, les gens doivent arrêter de se dire, moi, j'ai confié mon dossier à tel ou à tel, parce qu'ils sont plus intéressés par le fait d'avoir un visa d'entrée au Canada plutôt que par le fait de réussir de s'établir correctement au Canada. Si vous voulez être acteur de votre dossier, justement, déjà, premièrement, là où vous êtes en ce moment, essayez déjà d'avoir une mentalité comme celle qu'on a justement au Canada. En fait, essayez de travailler pour réduire au plus possible le retard que vous pourriez avoir lorsque vous arrivez dans le système. Comme on dit, quelqu'un qui vient de la France et qui arrive au Canada, s'il a 5 ans d'expérience en France, c'est plus facile de valoriser cette expérience-là que lorsqu'il arrive au Canada par rapport à quelqu'un qui parle de la Côte d'Ivoire. C'est pas vraiment que c'est plus facile de valoriser l'expérience. Ça dépend simplement de la façon dont la personne se présente. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous immergez, même virtuellement, dans l'environnement canadien pour comprendre comment ça fonctionne dans le système. Lorsque vous arrivez sur place, vous allez être capable de vous vendre comme quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Et ça va vous ouvrir des opportunités. Donc, soyez conscient du retard, soyez conscient des limites et travaillez justement pour réduire ce retard et pour réduire ces limites. Effectivement, c'est ça. Mais Francesco, c'est intéressant ce que tu me dis. Tu as parlé, quand je te présentais, d'un parcours entrepreneurial aussi. J'aimerais que tu nous dises précisément ce que c'est. Si je reprends tes mots, tu as dit, mon épouse et moi sommes dans l'entrepreneuriat. Ah oui. Donc, je voudrais que tu nous éclaires un peu plus par rapport à ça. C'est ça. Étudiant, commencer avec une maîtrise, travailler, avoir la résidence, aller faire un doctorat et à côté de ça, être entrepreneur. Oui, effectivement. Donc, quand je parlais d'entrepreneur, c'est entrepreneur, comme on dit souvent, c'est entreprendre, c'est chercher à combler un besoin, résoudre un problème spécifique. Et en fait, le déclic a commencé durant la pandémie, en 2000, je crois que c'était en 2020, lorsque, on est resté enfermé durant le lockdown. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues millionnaires pendant la pandémie. Durant le lockdown, c'était un peu difficile parce que c'était comme un moment de méditation. Donc, il fallait rester focus. Ah oui, tu dois travailler parce qu'avant, quand on était en lockdown, il fallait rester, pas de visite et... Bon, on continuait la recherche. Moi, j'étais comme en train de faire mon examen prédoctoral. Et en même temps, dans des moments de repos, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi tes motivations et tout?
Et on regardait beaucoup de vidéos ensemble, vu qu'on a passé la pandémie, on était presque deux. Et c'est le moment où on a vraiment approfondi notre relation, plus amicale et tout. Donc, on faisait tout ensemble et on réfléchissait. Donc, elle avait déjà l'expertise dans la coiffure, parce qu'elle elle est coiffeuse. Elle avait l'expertise dans la coiffure et je lui posais la question, je lui disais, mais dis-moi, c'est vrai qu'actuellement tu coiffes de temps en temps, mais pourquoi ne pas ouvrir un salon? Ou bien pourquoi ne pas expandre cela? Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment faire. Et c'était moi qui étais un peu réticent parce que, à titre de rappel, mon épouse, elle a un doctorat en santé publique. Donc, Ok. donc Vous êtes une famille de docteurs. oui, elle a un doctorat en santé publique et elle m'a toujours dit qu'elle avait l'amour pour l'entrepreneuriat. Et c'est même elle qui a réveillé ce côté dormant de l'entrepreneuriat en moi parce qu'elle me forçait tout le temps. Donc, un jour, elle est venue me voir le matin, elle m'a dit, regarde, j'ai vu une vidéo d'un influenceur, un influenceur qui il fait des vidéos sur YouTube qui parlait d'Amazon, une vente en ligne. Ouais. Que regarde, on est capable de faire $10,000 le mois par rapport à ça. Je dis quoi? $10,000, tu es sûr? Elle dit oui, regarde la vidéo et tout. Elle me montre la vidéo. Je lui dis, ok, bah, pour l'instant, je fais mon examen pré-doc. Je suis occupé. Le lendemain, elle revient encore et me dit, regarde la vidéo. Regarde. Il a dit, fais ceci, fais cela. J'ai une entrevue. J'ai dit, une entrevue déjà? Il dit, oui, un appel téléphonique pour... C'était comme un commercial qui essayait de le faire. Et j'ai dit, ok, je vais assister. Donc, il essayait de parler. Il dit, ah non, on va faire ceci. Je posais toujours les questions pour challenger que Amazon. Après, je suis allé regarder. J'ai vu que Amazon vraiment permettait aux entrepreneurs d'ouvrir leur propre boutique pour vendre leurs produits, leur marque. Et la marque, en fait, le développement, ils appellent ça le private label, le FBA. Et le gars nous a convaincus. On a dit, OK, on va prendre la formation. Ok. Mais quand on a pris la formation, à ma grande surprise, j'ai failli abandonner parce que j'ai trouvé cette formation très théorique. Je ne veux pas donner le nom du formateur. Non, ce serait de la mauvaise pub. Non, je ne veux pas faire la mauvaise... Peut-être c'était à mon goût, en fait. Donc, peut-être d'autres personnes avec cette formation trouvaient leur compte, mais c'était tellement théorique. Et c'était dans le modèle français, avec les PowerPoint et tout. Ok, mais comprends. quand j'ai essayé de voir, j'ai vu du potentiel derrière. Je me suis dit, OK, je serais intéressé. Quand on a fait, après on a annulé. Et c'est encore elle qui est encore revenue avec une autre vidéo d'une formatrice, mais aux États-Unis, qui présentait comme... moi, j'appelle ça comme les vidéos d'APA. Ouais. C'était comme une vidéo qui montrait une petite séquence de recherche de produits. Et ce qui m'a marqué, c'était lors de l'étude du marché du produit, tu peux rentrer les produits. Et dans l'étude du marché, on te dit... tel produit, voilà la liste des vendeurs, voilà les chiffres qu'ils font. Mais je voyais des chiffres de 500 000, 2 000, 10 000, 20 000 le mois. J'ai dit, waouh. Donc, il y a des gens qui font 20 000, 30 000 dollars le mois de chiffre d'affaires. Et à ce moment, on a tellement aimé sa vidéo qu'on a dit, OK, je me suis dit, à mes heures perdues, après mes heures de doctorat en semaine, moi, je vais aller prendre la formation. Et je suis allé. On s'est lancé. On est parti, on a commencé. Et ça a été tellement... Pour faire l'histoire courte, ça a été une très belle expérience parce que la personne chez qui j'ai pris la formation m'a recruté pour être coach. Un des coachs et des étudiants qui veulent faire la formation dans Amazon. Donc, et c'est ça que je fais on va dire, par semaine. J'ai des séances de coaching avec des élèves où on travaille. Et en parallèle, je suis en train de vouloir aussi monter une équipe
de vente en ligne dans Amazon où on pourra vraiment le faire. Parce que Vendre des produits. Oui, pour vendre des produits, pour atteindre un certain max de chiffres, il faut une équipe qui va travailler sur plein de projets. Mais comme présentement, je suis en train de finir mon doc, je suis pas mal occupé avec cet aspect, mais je suis en train de bâtir une équipe là-dessus. Donc, ça, c'était le cadre entrepreneur par rapport à Amazon. Et en même temps, j'aide aussi pas mal mon épouse à évoluer dans son domaine de coiffure. Je pense que si elle a le temps, vous pouviez faire un J'allais dire ça parce que elle a un parcours incroyable. J'allais dire ça. Une progression énorme dans son salon de coiffure qui nourrit déjà sa personne et elle est vraiment épanouie dedans. Ouais. Donc, c'est pour ça que je parle plus à temps partiel pour moi, mais elle est vraiment entrepreneur à temps plein. Entrepreneur à temps plein. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est justement, j'allais te prendre ça. Je te prends le mot à la bouche là. Je vais définitivement l'inviter à participer au podcast. Je vais prendre son contact avec celui de ton frère parce que là tu me parles d'avoir un doctorat en santé publique, d'être entrepreneur et puis de se lancer à temps plein dans sa passion. Moi, le conseil que je vais donner aux gens, c'est que chercher de bonnes femmes, chercher de bonnes épouses ou de bons époux, parce que on le dit en riant, mais vous allez vous rendre compte que surtout dans une expérience comme celle que c'est de venir au Canada, de s'établir, de changer de pays, d'aller dans une nouvelle culture, dans une nouvelle société, avoir quelqu'un à ses côtés, ça aide énormément. Quelqu'un qui va vous aider à aller vers le haut, quelqu'un avec qui vous allez vous mettre ensemble pour grandir et pas quelqu'un qui va, qui va être là pour tirer vers le bas. Donc, faites le bon choix et je suis persuadé que vos yeux vont briller comme je vois les yeux de Francesco briller ici. Non, mais ça, c'est vrai parce que honnêtement, moi, ma vision, quand je commençais mon doc, ma vision, c'était plus regarder, avoir plus d'expérience dans le domaine biomédical et aller dans le domaine pharmaceutique et me développer à ce niveau. OK. Mais en passant plus de temps avec elle, ma vision a été un peu a évolué. Donc, c'est toujours peut-être rester dans le domaine biomédical, mais faire de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas encore la formule, on va dire la meilleure formule pour le faire, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Et pour dire vrai, le côté entrepreneur, ça a vraiment été révélé quand on a commencé, on a cheminé ensemble. Lorsqu'on s'est mariés, on commençait à discuter et tout le reste. Et vraiment, son évolution a été très, très... pour moi, c'était vraiment remarquable. Parce qu'elle est quittée comme avec son travail aussi, de coiffeuse par moment, par rendez-vous inopiné, à l'un des salons de coiffure sur Google qui est à Montréal, la plus notée, Queen Hairstyle. Et on a regardé en termes de notation, de service à la clientèle, c'est du haut de gamme. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup plu, quoi. Mais c'est ça, moi je veux profiter de l'occasion justement pour inviter ceux qui sont en train de nous écouter. Allez découvrir le salon de coiffure Queen Hairstyle. On aura l'occasion d'inviter justement la propriétaire du salon dans le podcast, dans un des épisodes du podcast, pour qu'elle vienne nous parler elle-même de son expérience, de son vécu. C'est ça qu'on appelle de l'impact. Quand on parle d'impact, c'est ça. C'est quelqu'un qui a fait un parcours d'études, qui a obtenu un doctorat et qui a décidé malgré tout de mettre ça de côté pour se concentrer dans sa passion et de vivre de sa passion en passant par l'entrepreneuriat. Là, on est en train de parler d'immigrants qui sont venus au Canada pour faire des études, qui ont eu leur résidence permanente, qui se sont frayés un chemin de carrière dans le système et qui ont réussi malgré tout à créer des entreprises à côté de ça et à évoluer pour pouvoir vivre de ces entreprises-là. Mais je vais quand même revenir, Francesco, pour parler un petit peu plus d'Amazon. Tu dirais que ça fait combien de temps? Tu parles de 2020, ça veut dire qu'on parle de 4 ans environ que tu es dans le secteur Amazon et aujourd'hui tu fais du coaching. 2021. 2021. Ouais, plus précisément en février 2021. Bon. Mais est-ce que tu peux expliquer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'on parle beaucoup d'Amazon pour des gens qui sont déjà établis, ils peuvent comprendre facilement ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer vraiment en des termes très simples en quoi ça consiste précisément le fait de dire que je fais du business Amazon? En des termes très simples, je pars où j'arrive, où c'est... Très simple, c'est que c'est la vente en ligne.
Et Amazon, c'est une plateforme. Ok. C'est une plateforme qui réunit des milliards d'utilisateurs. Tu comprends? Donc, tu sais, on a eBay, tu as d'autres plateformes qui n'atteignent pas le carreau d'Amazon. Donc, c'est une vente en ligne où tu as comme un espace, comme une boutique. Ouais. Tu présentes ton produit. Donc, en gros, c'est quoi? C'est, OK, quel est le produit qui est le plus demandé? Je le prends. Je le façonne à je personnalise ce produit. J'appose une marque et je le mets dans les entrepôts d'Amazon. Je crée une boutique à Amazon et je vends. Ça c'est ça le processus. Aussi simple C'est que juste ça. ça, aussi simple que ça, En tout cas, c'est très bien présenté. mais ça prend une méthodologie vraiment spécifique pour y arriver. Mais en gros, c'est de vendre des produits en demande. Et Amazon est présent dans plein de pays, continents. Et un des continents les plus prometteurs, on va dire, qui génère le plus d'argent, c'est le continent américain, le marché américain, qui est très compétitif. Il y a tellement de vendeurs. Et dernièrement, j'ai regardé une vidéo qui disait que chaque année, Amazon génère à peu près pas moins de 50 à 100 millionnaires en dollars. Chaque année, en On dollars. parle là en chiffre d'affaires. Donc, il y a tellement de gens qui en vont. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ne réussissent pas. Mais le ratio de ceux qui réussissent, là, c'est très élevé. Okay. Mais c'est vraiment élevé, en fait. C'est une question de statistique et c'est une question de business. C'est pas tous ceux qui font du business qui vont réussir à faire du chiffre. Mais en même temps, ceux qui réussissent oui, effectivement. Ça prend la persévérance et pour y avancer. Et à Magouven, ceux qui arrivent ici, ils doivent chercher à se surpasser, à ne pas rester dans leur zone de confort. En fait, je pense que c'est l'optique de quelqu'un qui veut être entrepreneur. Quelqu'un qui veut être entrepreneur, il est toujours... En fait, pour certaines personnes, il est comme très agité. Il est toujours en train de chercher des choses et tout le reste parce que tu vas toujours voir... Avant de réussir, tu as testé plein d'affaires, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je conseille à ceux qui arrivent de ne pas forcément rester focus dans leur domaine, dans leur zone de confort. Il faut aller chercher, il y a tellement d'opportunités et ces opportunités sont ouvertes. Quand tu as déjà un statut légal, tu peux faire plein de choses, plein d'affaires et tout, c'est pour la réussite et on va dire, l'autosuffisance financière. Donc, il faut vraiment essayer des choses et tout le reste. Et moi, je suis fier que tout cela a été effectué dans mon processus doctorat. Donc, si tu as remarqué, je suis un étudiant en doctorat, mais je ne suis pas resté forcément focus dans ce que je fais. Donc, j'ai quand même diversifié et j'ai essayé de m'organiser comme je peux pour pouvoir faire plein d'affaires. Et à la fin, quand j'obtiens mon doctorat et que je pars dans le domaine des affaires, j'ai déjà plein d'autres possibilités. Et je ne reste pas focusé dans ce que je fais. Donc, c'est un peu ça. Mais ce que je trouve inspirant, justement, c'est le fait que tu es arrivé, tu n'avais pas une idée, mais tu n'aurais pas imaginé que tu te retrouves dans cette configuration aujourd'hui. Tu étais je vais aller étudier, je vais faire de la recherche, je vais faire une carrière, je vais dans le domaine pharmaceutique. Et puis, un matin, tu te retrouves à dire, moi, je fais du coaching, justement, pour aider les gens à créer des boutiques en ligne, pour aider les gens à choisir des produits. Je vais accompagner mon épouse, justement, dans la création de son salon de coiffure. Mais moi, je trouve ça très inspirant parce que je vois dans ça beaucoup d'ouverture d'esprit. Et je veux renchérir sur ça pour demander aux gens justement d'être ouverts d'esprit. Il ne faut pas rester figé dans le domaine dans lequel on a été imprégné dès le départ. Il ne faut pas arriver au Canada avec une conception de ce qu'on considère comme étant une réussite et de s'accrocher à cette conception-là. Parce que les modèles de réussite sont très variés. Il y a plusieurs histoires possibles à raconter dans cet environnement-ci. Vous devez être ouvert à découvrir ces histoires-là. Quand on parle de business en ligne, tout le monde peut faire du business en ligne.
capable d'aller sur Internet aujourd'hui, de créer un site Internet en 1 heure de temps, même pas, de vendre des produits. Donc, n'hésitez pas à prendre des initiatives, n'hésitez pas à comprendre comment fonctionne le système. En cette période de crise où justement les gens ont un peu de mal à trouver du travail, notamment dans leur domaine, mais n'hésitez pas à explorer les voies de l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'opportunités dans ce secteur-là. Et il faut être formé. Il faut se former. Il faut se former. Il faut se former, c'est très important. parce que tu peux essayer plein de choses. Tu dis, je veux faire en ligne, tu peux avoir la volonté, mais si tu n'es pas formé, tu ne pourras pas forcément faire les choses comme il faut. Et être formé te sauve le temps, te sauve l'argent, parce que la formation, c'est un peu comme un ensemble de connaissances que tu obtiens. Exactement. Qui va dévancer les erreurs que tu pouvais faire lorsque tu fais le processus. Et l'ouverture d'esprit, pour moi, en gros, je dirais, soyez bien accompagnés. Soyez bien accompagnés et vous serez à votre meilleur potentiel. Parce que tu peux avoir de l'expérience, mais le fait d'être mal accompagné, quand je parle d'accompagner, je dis premièrement le choix de son épouse et de son réseau, de ses amis. Si tu n'es pas au bon endroit, tu vas avoir comme tout ce que tu pourras ressortir de meilleur sera masqué. Je comprends. Ça sera vraiment masqué parce que si tu avais des gens qui t'encouragent à faire, par exemple, de l'entrepreneuriat, tu vas ressortir en toi ce que tu as comme compétence de l'entrepreneuriat, tu vas le développer. Mais si tu avais des gens qui vont t'amener dans d'autres domaines, ce que tu auras en toi, tu ne pourras pas savoir. Et là, tu ne pourras pas arriver à cela. Parce que moi, en venant, quittant du Cameroun pour arriver au Canada, si je t'avais dit, j'allais passer par là, par ce que je suis passé là, je te dis, c'est pas vrai. Mais j'ai été autour des gens qui m'ont indirectement inspiré à aspirer à certains aspects qui m'ont amené à un autre niveau. Et plus tard, j'espère toujours continuer et évoluer dans ce que je fais. C'est juste ça. C'est super. Je voulais te poser une question. Je voulais savoir, pour toi, quel est ton rapport à la chance? La chance, pour toi, c'est quoi? Est-ce que la chance, ça existe? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont eu la chance? Est-ce que, je veux dire, tu la manges à quelle sauce? Bon. La chance, honnêtement, pour moi, je dirais pas que ça n'existe pas, mais je dirais que la chance, c'est comme un accomplissement de l'effort que tu pourras effectuer en allant dans quelque chose. Donc, si par exemple, si tu veux avoir si tu vas avoir un poste, tu appliques à des postes. Si tu ne t'y prends pas bien, c'est pas la chance qui va te faire. Tu n'auras pas la chance. Je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est comme un acte. Je vais dire, si je mets en pourcentage, je mettrais comme 1%. 1%, ok. 1%. 1% de chance qui va juste compléter les 99% d'efforts et de vision que tu auras. Bon, moi, je ne crois pas à la chance. Donc, quand on va dire chance, là, pour nous, c'est un abus de langage. Ok. Je ne crois pas à la chance. Je pense que tout ce qu'on obtient, c'est le fruit du travail qu'on a. Maintenant, ça peut arriver que il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu ne sais pas, tu n'arrives pas à expliquer. C'est pas forcément le fruit de ton effort, mais c'est arrivé comme ça, inopiné. Ça, c'est difficile à quantifier cela, mais ça arrive pas souvent. Donc, tout ce que tu vas avoir, c'est l'effort que tu auras dans ce que tu veux faire. Mais pour moi, la chance, ça, c'est très, très faible en termes de proportion. Je comprends. C'est bon. Enfin, juste la dernière question que je vais te poser, parce que là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Je voudrais que tu nous racontes ta meilleure expérience depuis que tu es arrivé au Canada. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je suis allé dans un resto et puis j'ai mangé le meilleur dessert de ma vie, là, mais tu donnes ça comme c'est pour toi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais je veux quand même que tu sortes un truc. C'est quoi ta meilleure expérience? Ah, ok, ma meilleure expérience. Bon,
j'ai beaucoup de bonnes expériences. Ok. Mais moi, en fait, ce que je dirais dans meilleure expérience, c'est en gros d'avoir connu mon épouse au Canada. Waouh. Pour moi, c'est la meilleure. L'épouse là. Ouais, c'est la meilleure expérience. Ok. Oui. C'est vrai la première rencontre a été au Cameroun à l'ambassade, mais c'est vraiment ici, je dirais c'est ici au Canada que j'ai connu. C'est en fait, de mes meilleures expériences parce que j'ai eu beaucoup de révélations derrière cette relation. Ok, je comprends. Mais il y a plein d'autres bons coups qui ont été accompagnés à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de bons coups qui ont été accompagnés à ça, découlent en majorité de l'expérience. C'est pour ça que je dis c'est la meilleure expérience. Pour moi, c'est vraiment la meilleure expérience. Je comprends. Mais c'est ça, la dernière question. Je pense qu'on va terminer sur ça. C'est pour toi, finalement, est-ce que le fait d'immigrer au Canada, tu considères que c'est une bonne chose? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de le faire? S'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que je vais au Canada? Est-ce que c'est pas une arnaque? Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Non, c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Moi, je conseillerais à ceux qui savent ce qu'ils veulent faire de venir au Canada. Il y a beaucoup d'opportunités dans plein de domaines. Donc, les domaines sont variés, mais si tu veux venir au Canada, il faut savoir ce que tu veux faire et chercher l'opportunité et les détails de ce que tu veux faire dans ce domaine et voir si c'est compatible à ton domaine. Ok. Et parce qu'il y a certains domaines que le Canada ne sera pas forcément optimal et ça sera peut-être un autre pays, tu vois. Mais en général, je dirais, ceux qui veulent vraiment venir, ils peuvent venir et ils s'insèrent facilement. Connaître français, connaître l'anglais. L'anglais, c'est le must to do. Parce que il y a des domaines, je dirais en pourcentage, c'est 90% l'anglais, 10% le français. Même si tu es au Québec, qui est une province francophone. C'est l'anglais, c'est le service à la clientèle, tout, en fait, ça marche en anglais. Donc, maîtriser les deux langues, possiblement l'anglais, si vous allez dans le secteur anglophone, et l'anglais et le français si vous voulez rester au Québec, et cherchez ce que vous voulez faire, vous renseignez vraiment sur le domaine et posez des questions à ceux qui vont vous recevoir. Et la personne qui va vous renseigner dès la première arrivée au Canada aura 80% d'influence sur votre avenir. Donc, choisis vraiment les personnes à qui poser les questions. C'est pas tout le monde qui répond. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas venir, on va te dire, ok, non. Tu arrives, il faut que tu partes d'abord porter les cartons. Tu vas faire ceci. Il faut que tu partes à l'école. Mais il y a des gens dont le profil ne nécessite pas qu'ils partent à l'école. Ils peuvent directement trouver le travail. Il y a d'autres personnes il faut absolument qu'ils partent d'abord chercher les emplois, prendre l'expérience à l'école avant de... Donc, les profils sont tellement différents. Et il faut savoir ce que vous voulez. Donc, si tu viens parce que tu dis, je vais venir chercher de l'argent sans avoir un plan, tu trouveras le Canada dur. Parce que ça sera difficile pour toi de t'insérer parce que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire. Donc, c'est le seul point que je voulais ajouter à ceux qui veulent venir au Canada. Écoute, merci Francesco. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans Impact. Impact, c'est l'opportunité de vous montrer ce qui est possible. C'est de vous montrer la diversité de ce qui se fait au Canada, de ce qui est possible au Canada, des opportunités. De l'interview de Francesco aujourd'hui, je retiens que vous devez faire attention à la personne que vous choisissez pour cheminer avec vous dans votre vie. Je retiens que vous devez essayer d'établir un plan et être ouvert d'esprit parce que votre réussite ne se situe pas nécessairement dans ce que vous avez identifié a priori aujourd'hui. De toutes les façons, vous pouvez vous faire accompagner.
dans votre cheminement. Si vous avez aimé le contenu qu'on a produit aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de toute la discussion et à très bientôt dans Impact.